Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un seul titre au sommaire. Le 9e sommet des chefs d'État d'Afrique, Caraïbes et Pacifique s'est clôturé ce mardi. Avant de s'envoler pour Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue kenyan. Vous allez suivre dans ce journal. Et puis un invité dans ce journal, il s'agit d'Azarias Rouberois. Il est ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle. Avec lui, nous allons nous entretenir sur l'ouverture du 2e forum sur la décentralisation qui se tiendra ici à Kinshasa. Excellence, bonsoir. Bonsoir, madame. Je l'ai dit en titre, fin du séjour officiel de 48 heures du chef de l'État Félix Tshisekedi à Nairobi au Kenya, où il a pris part au 9e sommet des chefs d'État Afrique, Caraïbes et Pacifique. Avant de quitter la capitale kenyane, Félix Tshisekedi a conféré avec son homologue kenyan sur le raffermissement plutôt des relations bilatérales entre les deux pays. Félix Zalumeti pour le reportage. La séance inaugurale du 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement du groupe ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, sur les thèmes « Un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme » qui s'est déroulé lundi 9 décembre 2019 dans la salle de banquet a été marqué par les différentes allocutions des circonstances. Le nouveau président en exercice du groupe ACP et président du pays hôte, Uhuru Kenyatta, qui a succédé à Davis Madaya Steven, vice-premier ministre des Papouasie-Nouvelle-Guinée, a expliqué les enjeux stratégiques de la sous-région de l'Afrique de l'Est avant de présenter ses axes prioritaires visant à booster le développement économique et social de l'espace ACP. Prenant la parole à son tour pour la circonstance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait savoir que c'était pour la toute première fois qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo participait personnellement à un sommet ACP, a salué le choix du thème principal du 9e sommet qui rencontre son engagement. Je me sens confortable face au thème principal de ces assises, étant donné que le multilatéralisme et l'inclusion sont les socles de mon engagement à repositionner une coopération intercontinentale comme levier multisectoriel de développement socio-économique et la volonté d'agir ensemble autour de grands défis mondiaux. Je voudrais paraphraser deux personnalités. D'une part, Edmund Burke, je cite, « Ne peuvent agir avec fruit ceux qui n'agissent pas de concert ». Et d'autre part, le très célèbre Nelson Mandela, lorsqu'il déclara « Ce qui se fait sans vous et contre vous ». En effet, nous voulons permettre au groupe ACP de jouer un rôle efficace en tant qu'acteur mondial grâce aux contributions régulières des États membres ACP et de l'implication du secteur privé comme agent important du développement. Le multilatéralisme que nous voulons pour un groupe ACP renforcé et engagé voudrait que nos États du Sud, en considérant le chemin parcouru depuis les indépendances, travaillent autour de leurs intérêts communs qui les caractérisent. Il a par ailleurs appelé la mise ensemble des énergies pour venir à bout des problèmes qui assaillent les différentes régions et sous-régions de l'espace ACP avant d'encourager la participation de jeunes et de femmes dans la vie publique. Nos actions ne devraient pas être l'expression des intérêts de nos partenaires, mais une réponse à la satisfaction des besoins réels de nos populations. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, on dit le peuple d'abord. Il a enfin réitéré l'offre de son pays, la République démocratique du Congo, d'organiser la prochaine session du Conseil des ministres ACP Union européenne en 2020 à Kinshasa. Comme annoncé en début de ce journal, je reçois sur ce plateau le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Rouberois. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, il se tiendra demain, mercredi, l'ouverture du 2e forum national sur la décentralisation. Quel est l'objectif poursuivi par ce forum? Voilà, le premier forum sur la décentralisation a eu lieu en 2007. C'est lorsqu'on lançait la grande réforme
venu par la Constitution de 2006. 13 ans après, il est temps de voir ce qui a marché. Vous savez que c'est depuis cette réforme que nous avons des gouverneurs élus avec des gouvernements provinciaux. Nous avons des parlements provinciaux. Alors, les objectifs pour une réforme comme cela, c'est le développement à la base, donc au niveau des provinces, au niveau des entités territoriales décentralisées. Nous avons fait venir à Kinshasa toutes les 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Vous avez 12 délégués par province, il y en a au niveau national. Le chef d'État va honorer, si vous voulez, ce forum en y participant. C'est un grand rendez-vous, si vous voulez, au niveau national. L'objectif poursuivi, c'est justement de relancer le processus de décentralisation pour qu'il ne puisse pas s'essouffler, d'autant plus que le développement de la RDC dépend de la qualité et de la mise en œuvre de cette réforme. Qu'il s'agisse des secteurs décentralisés aujourd'hui, comme l'agriculture, la pêche, j'ai vu un élément sur la pêche tantôt, ou alors l'enseignement primaire et secondaire, ou encore le développement rural, ou d'autres secteurs comme la santé, et d'autres qui vont venir. Nous voulons évaluer, savoir pourquoi il y a instabilité à la tête des provinces, par exemple, pourquoi le développement n'a pas suivi autant d'années après, quelle est la qualité de la gouvernance, mieux de la bonne gouvernance, comment vont les administrations de province. Oui, justement, Monsieur le ministre d'État, la décentralisation a été mise en place depuis 2006. Jusque-là, les provinces dépendent toujours du pouvoir du public, si je peux dire. Est-ce que ça ne serait pas un forum de trop quand même? Non, pas du tout. C'est même tard qu'il se tient. Il devrait être périodique. Ça veut dire que il est vrai qu'il y a des rétrocessions qui, à cause de cas de force majeure et des dépenses de souveraineté, traînent de temps en temps. Il est évident, et vous venez de le dire, que les provinces doivent aussi, et les entités territoriales décentralisées, savoir se prendre en charge, collecter les impôts. Mais nous avons aujourd'hui la Caisse nationale de péréquation qui va commencer à être opérationnelle au mois de janvier. Il y a des redevances minières. Le but, c'est de donner un souffle nouveau pour que réellement la population et tous les dirigeants s'approprient de la réforme de la décentralisation et que nous puissions obtenir par cette réforme le développement local et provincial et donc national, c'est que la centralisation du pouvoir ne nous a pas donné pendant plusieurs décennies. Voilà, Azarias Rouberois, le manque d'infrastructures pour faire fonctionner les assemblées provinciales pose problème. Est-ce que ce forum tiendra-t-il compte du budget alloué pour résoudre ce problème? À coup sûr, oui. Il y a le budget, vous savez que le budget a été amélioré. Il y a même cette caisse qui peut toujours y pourvoir. Mais en même temps, il y a des partenaires aussi, si vous voulez, c'est comme ça que le chef de l'État était à Nairobi dans cette réunion au niveau mondial. Ça veut dire que nous attendons aussi des partenaires, ils sont invités, leur contribution et les infrastructures, comme vous le dites, de base et les secteurs diversifiés vont connaître certainement un coup de pouce, de sorte que dans les 5 années qui viennent, avec la feuille de route qui aura été arrêtée, nous puissions arriver à palper réellement le développement au niveau de la base. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est que la population doit s'approprier de la décentralisation. Ce n'est pas qu'une affaire de dirigeants, c'est une affaire des institutions, mais c'est d'abord une affaire de la population par le principe de redevabilité qu'elle doit exercer au niveau des dirigeants. Merci Azarias Rouberois. Je rappelle que vous êtes ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Merci. Les inondations dans la ville, le gouvernement décide d'augmenter le financement pour les travaux du camp du Mez et pour la route université à Livoulou. Annonce faite par le vice-premier ministre, ministre des ITPR, Willy Ngopos, à l'issue de la réunion d'évaluation sur les dégâts de la pluie. Françoise Bouela et Pompomba. Samedi 30 novembre, le Premier ministre s'est retrouvé sur le terrain au point de rupture de l'avenue de l'Université à hauteur du quartier Livoulou, paroisse Elimo Santou. L'OVD essaie de sauver la route. En contrebas, les maisons se sont écroulées sur leurs occupants.
Lundi 9 décembre, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a été vu au quartier Kingabwa Pêcheur. Le fleuve a quitté son lit pour loger dans ses maisons construites sur la littorale. La cité du fleuve a fait les frais de la montée du fleuve Congo. Ce mardi 10 décembre, il convoque les membres de son équipe animateur des portefeuilles concernés par les inondations pour faire l'évaluation des travaux de réparation lancés à travers la ville de Kinshasa. Le plan de financement va être revu à la hausse pour accélérer les travaux. Il y a des sites qui sont pris en charge à moitié et dont le Premier ministre promet déjà de décaisser de l'argent pour le terminer. Nous avons le site du Maize et Bras-Congo sur la route nationale numéro 1, dont la prise en charge avait commencé, mais elle n'était pas terminée. Il y a aussi l'érosion du campus. La route s'était complètement cassée. L'OVD est en train de travailler. Là aussi, le Premier ministre a promis. Évidemment, il y a encore un travail qui se fait sur l'avenue Kianza, en Gaba, où la prise en charge est faite par les génies militaires. Face à la catastrophe naturelle, le gouvernement de la République ne se donne pas de répit. Et puis, le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, a ouvert un atelier sur la réduction des accidents de route. Nadine Yangou pour plus de détails. Les circulations et les traumatismes sont à la base de plusieurs décès en République démocratique du Congo. Selon la Commission nationale de la prévention routière, près de 1,4 million de personnes meurent par an sur les accidents routiers. Pour éviter cette situation, un atelier a été ouvert ce lundi 9 décembre 2019 au Cercle Laïs. Cet atelier a pour objectif faire un état des lieux à l'aube de la fin de la décennie pour évaluer toutes les stratégies et les actions réalisées par le gouvernement pour réduire le nombre de décès dus aux accidents routiers. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, qui a ouvert cet atelier. Selon la vision de M. le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi a placé les intérêts du peuple au-dessus de tout, ce qui suppose leur sécurité en tout temps et en tout lieu. Et ici, il s'agit de la sécurité routière. D'autre part, l'Assemblée générale des Nations Unies, la décennie 2011-2020 comme décennie d'action pour la sécurité routière. Ce qui offrait donc là à tous les pays membres et à leurs partenaires un cadre susceptible de sauver des millions de vies pendant toute cette décennie. 3 jours durant, les participants vont apprendre comment éviter les risques des accidents routiers pour sécuriser tous les usagers de la route. Les responsabilités sociétales des entreprises minières, sujet au cœur d'un atelier d'échange entre acteurs du secteur minier et la société civile. Louisette Sakala et Oscar Mbal. Le déficit énergétique cause d'énormes préjudices aux opérateurs économiques, culturels et miniers. En dépit du grand Inga, le besoin en électricité s'est fait toujours sentir. Des capitaux frais ont été injectés pour la réhabilitation et la rénovation du groupe G27 et G28 avec une capacité installée de 450 MW une fois les travaux terminés. Œuvre du groupe Glencore DRC, une firme anglo-suisse regroupant les entreprises KCC et Moumi, partenaires du gouvernement de la République. C'est, aux côtés d'autres bailleurs, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui se sont investis dans la remise en état de la centrale hydroélectrique et des turbines d'Inga 2. Au cours de cette matinée d'échange, députés nationaux et sénateurs, membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense nationale, DG d'entreprises et professionnels des médias, se sont interrogés sur la responsabilité sociale des entreprises installées en République démocratique du Congo en faveur des communautés locales. Si vous regardez la production de la RDC qui avoisine 1 million, vous avez une mine qui vous donne ça. Si vous y ajoutez la production des Moumi avant qu'elle ne ferme, qui avait la capacité de 200 000, pratiquement ça avoisinait presque la moitié de la production annuelle de la RDC. Il est important qu'on fasse connaître ce qui se passe ici, l'encadrement des communautés et le programme social qui est mis à disposition et qui est visible à Kolwezi. Les entreprises opérant en RDC sont invitées à contribuer au développement des milieux dans lesquels elles sont installées, dans la construction des écoles, des hôpitaux, des marchés, tout en s'occupant du social des populations autochtones.
Le ministre de l'Environnement et du Développement durable séjourne à Madrid, en Espagne. Claude Nyamugabo a eu une séance de travail avec la diaspora espagnole. Juste après, il a pris part aux travaux des experts à la COP25 sur place. Le ministre de l'Environnement a fait un exposé sur la protection et la valorisation de l'écosystème en République démocratique du Congo. Reportage. Le stand de la République démocratique du Congo ici à IFEMA à Madrid que le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo Baziboué, commence sa longue journée à la COP25. Après une visite soutenue du lieu et échange briefing avec ses collaborateurs et experts du pays, direction le pavillon où se tiennent les travaux du groupe des pays le moins avancé PMA. Les ministres de l'Environnement et du Climat sont tous là sous la présidence du Bhoutan. Il est question de mettre en commun tous les efforts pour une action climatique plus ambitieuse. Ces pays étant en majorité des faibles émetteurs de gaz à effet de serre, réaffirment leurs engagements à revoir les contributions déterminées au niveau national et à atteindre la neutralité d'ici 2050 si les ressources financières et technologiques adéquates sont mises à la disposition de ces pays. Ainsi insiste le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo. Qu'il nous soit permis de féliciter les royaumes du Bhoutan pour son leadership exemplaire dans la coordination de notre coalition de 47 États depuis le 1er janvier 2019 pour les avancées concrètes réalisées au cours de cette première année de présidence. Mon pays, la République démocratique du Congo, s'engage à faire de la deuxième année du mandat du Bhoutan un succès encore plus retentissant. Les Congolais insistent sur la mise en œuvre du plan de travail préparé par l'équipe technique, la sélection d'un groupe de pays pilotes sur base du volontariat, la consolidation des fonctions d'un secrétariat et la mobilisation des ressources. Le lancement des travaux techniques étant une des solutions immédiates. Savez-vous que les tourbières du bassin du Congo constituent la plus grande importante des tropiques et regroupent au moins 30% du dioxyde de carbone, une importance capitale pour la stabilité du climat mondial? La société civile environnementale de la RDC et du Congo-Brazzaville, ainsi que les ONG internationales, plaident pour la non-exploitation des ressources dans ces tourbières. Pour Irène Wabiwa, chargée de l'environnement de Greenpeace, la non-exploitation de ces tourbières va permettre la préservation de l'écosystème. Ils l'ont dit au cours d'un point de presse tenu au siège de l'ONG Greenpeace. Jojo Ndimbu et Néné Manzana et Gila Kasso pour le reportage. Pas d'exploitation industrielle dans les tourbières des forêts du bassin du Congo. C'est la position de la société civile de la RDC et de la République du Congo-Brazzaville quant à la richesse ainsi qu'à l'importance que revêtent les tourbières du bassin du Congo pour le climat mondial. Avec la présence de ces tourbières dont les stocks de carbone forestier du bassin du Congo sont estimés à 70 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent de près de 20 ans d'émissions de combustibles fossiles des États-Unis. Le gouvernement de deux Congo et la communauté internationale doivent soutenir un plan régional de protection de tourbières fondé sur des droits et veiller à ce que les représentants des communautés forestières concernées jouent un rôle important. C'est en 2017 que les chercheurs de l'Université de l'Aide et de Kisangani ont découvert que les tourbières du bassin du Congo couvre une superficie d'environ 145 000 km², le plus grand complexe des tourbières tropicales au monde qui s'étendent entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville. Soucieuse de la protection des tourbières, la société civile de la RDC et de la RC ont signé une note de position pour la protection des tourbières, des forêts du bassin du Congo et du climat mondial. Réunion préparatoire d'urgence ce mardi 10 décembre sur l'évaluation générale du processus de migration de la RDC vers la TNT. Une réunion convoquée par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Makelele, en compagnie de son collègue de Petentique, avec les différents partenaires techniques. C'était en son cabinet de travail, la restitution avec Fallon Malungi.
C'est dans les soucis de faire face à cette situation désastreuse qui a paralysé le travail en limitant les réceptions de diffusion de programmes dans plusieurs chaînes de télévision et radio en République démocratique du Congo vers la télévision numérique terrestre que le ministre d'État a tenu cette séance de travail. Soucieux de résoudre complètement ces problèmes, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino dit Wampové Samakilele, en compagnie de son collègue de Pétentique, a eu des échanges très ouverts avec ses différents partenaires techniques en vue de trouver des solutions à la fois idoines et durables à ces problématiques. Nous avons essayé d'envisager l'avenir, mais pour cela, il fallait voir le passé. Et le passé, ce sont les difficultés que nos structures respectives rencontrent pour atteindre les objectifs que le gouvernement nous a assignés. Et les difficultés ont été énormes, elles ont été passées en revue. Nous avons mesuré la tâche qui reste à accomplir par rapport aux échéances tenantes aux dispositions des conventions auxquelles la RDC a adhéré. Nous allons informer le gouvernement de la manière dont nous envisageons ces différents passages de témoins, de l'analogie au numérique pour boucler, des difficultés que nous rencontrons et surtout de la meilleure manière de finaliser ces choses. Il y a des échéances sur le plan aussi bien régional qu'international que nous devons respecter. Le Congo est en retard par rapport aux pays voisins, par rapport presque à tout le monde sur la migration vers la TNT, la télévision numérique terrestre, et que nous devons comprendre qu'il nous faut cette fois-ci profiter du moratoire qui nous a été donné pour finaliser, parce que ne pas migrer, ça veut dire ne pas avoir la télévision du tout. Or, nous pensons que tout le monde sait, tout le monde veut qu'on ait une télévision, et que c'est dans notre devoir de faire en sorte que nous puissions tout mettre en condition pour que nous puissions arriver finalement à migrer vers la TNT. Il revient aux médias privés de respecter aussi les directives et la procédure des paiements des taxes comme il se doit. La 110e session du Conseil des ministres de l'Afrique, du Caraïbe et des Pacifiques s'est ouverte ce mardi à Nairobi au Kenya. Ces assises ont pour objectif de donner la voix aux participants de discuter sur la transformation de ce groupe créé en 1975. C'est le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui a conduit la délégation de la RDC constituée des experts des différents ministères du pays. Les détails avec notre envoyé spécial Betty Amani. La République démocratique du Congo veut bénéficier de l'expérience kenyane dans le cadre de la coopération afin de mettre en œuvre de manière aisée son programme de création de zones économiques spéciales. La visibilité du savoir-faire kenyan peut se remarquer à travers la zone économique spéciale Tatu City, que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, qu'accompagnait les chefs de mission de l'agence des zones économiques spéciales Ogi Bolanda, a visité à 24 km de Nairobi avec ses 500 hectares où opèrent depuis 3 ans 50 entreprises. Ce projet a déjà à son actif la création de 2000 emplois sous le pilotage de la firme Randover. Nous avions développé une école de formation dans le cadre de nos activités sociales qu'on a formé déjà plus de 2000 employés qui déjà fonctionnent. En République démocratique du Congo, Maluku servira de la première zone économique spéciale opérationnelle, souvent l'annonce du ministre de l'Industrie. Cette expérience, nous devons la répliquer en République démocratique du Congo et je suis heureux que cet aménageur vient de certifier effectivement qu'il est prêt à venir en République démocratique du Congo pour y construire la première zone économique spéciale privée en dehors de celle de Maluku, qui est élaboré dans le cadre du partenariat public-privé. Mais ici, nous l'attendons au Congo comme première zone économique spéciale privée avec des centaines d'entreprises qui sont prêtes à venir s'installer ici. Une telle réalisation donnera un plus dans la promotion du redressement de l'économie nationale. Le directeur général de la RTNC a échangé avec le banc syndical sur la situation des agents et cadres de la télévision nationale, des travaux bipartites qui ont eu lieu à l'Institut congolais de l'audiovisuel. Jean-René Kabamba, Oscar Mbal. 4 jours durant, le participant à la réunion paritaire 2019 baptisée pour la circonstance Ernest Kabila Ilunga ont passé au peigne fin les grandes questions liées à la vie de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Pour cette 4e journée, la matière a porté sur la relevance audiovisuelle, qui est une taxe parafiscale reconnue à cet établissement public par la loi du 25 juin 2011 en vue de lui permettre de se doter des moyens de sa politique.
Abordant la question, le directeur général de la RTNC a brossé l'historique de cette taxe qui constitue une source financière stable et fiable pour cet établissement public. Cependant, il a relevé les difficultés et obstacles que connaît la RTNC dans la perception directe et indirecte de cette redevance de la part de certains partenaires publics et privés. Les bons syndicales a, après avoir suivi l'employeur avec beaucoup d'intérêt, qualifié la situation financière de la RTNC de préoccupante et a formulé quelques recommandations en vue de la perception efficiente de cette taxe au profit de l'ensemble du personnel pour le renouvellement de l'outil de travail devenu vétuste. Ces assises de 4 jours ont permis aux deux parties de se faire une réelle image des uns et des autres, en plus de la photographie réelle de la santé de ces médias publics. Après 10 ans d'absence, le bac de Maïndombe vient d'être mis en service. Blaise Boko qui nous en dit plus. Suivez. Après 10 ans d'absence, le bac Maïndombe retrouve enfin le lac qui porte le même nom pour le trafic entre la cité de Maïndombe et Selengue afin de relier la province de Maïndombe à celle du Kulou grâce au programme d'urgence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bac Maïndombe revu et corrigé dans les installations des Sodefort sur financement du trésor public et du FONER. La réhabilitation de cette unité flottante a été initiée par l'Office des routes sous la direction de son directeur général, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État, initiateur du programme des 100 jours. C'est grâce à ce programme que les moyens ont été mis à la disposition de l'Office des routes pour réhabiliter ce bac, pour moderniser ce bac, le bac d'Inongo. Les habitants d'Inongo se souviennent combien de difficultés ils avaient pour traverser, pour aller à Selengue. Et grâce à ce programme de 100 jours, les moyens ont été remis à l'Office des routes et l'Office des routes a mis en place toute une équipe qui a travaillé, que ce soit les ingénieurs, les techniciens. Et voici ce bac maintenant complètement rénové. Chef de la cité à la population locale, en passant par les autorités politico-militaires de cette contrée, le ouf de soulagement se faisait facilement lire sur le visage des uns et des autres. Un seul message protégeait jalousement ce bac qui fait la joie de tout le monde, car il peut à la fois transporter en gros tonnage véhicules et voyageurs sans inquiétude. Il y a de quoi se réjouir et le voir longtemps sur les eaux profondes du lac Maïndombe. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a visité ce mardi les écoles conventionnées spoliées. Lisette Mujinga était dans sa suite. Après avoir présidé le conseil des ministres provinciaux qui s'est tenu dans l'enceinte du collège Pape François dans la commune de Kimbanseke, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, a pris la direction de la route Révolution dans la même municipalité pour visiter l'école primaire Molokai se trouvant au quartier Kibunda, dont une portion des terrains vient d'être spoliée. À son arrivée, le chef de l'exécutif provincial a été accueilli par les directeurs de cet établissement scolaire conventionné catholique. Ce dernier a briefé aux premiers citoyens de la ville-province Kinshasa toute la situation relative à la spoliation de ces terrains. Selon les directeurs de ses collaborateurs, le droit de lotir une bonne partie du terrain de cette institution scolaire construite depuis 1995 par le père Jean Sumalut de nationalité portugaise, à les en croire, les toilettes de l'école étant érigées dans la partie du terrain illégalement loti, les élèves n'y accèdent plus et ceux qui osent sont chassés, voire même menacés. Profitant de la présence du gouverneur de la ville dans cette école située dans la périphérie de la capitale, le directeur et sa suite ont demandé à leur hôte d'user de son autorité pour qu'il soit remis dans leurs droits en récupérant la portion des terres appartenant visiblement à l'école. Dorénavant dans cette ville, avant de faire des lotissements, il faudra procéder par la viabilisation des sites, c'est-à-dire organiser des routes, organiser où seront les services sociaux de base, où seront les terrains de football, les marchés, les écoles, les pharmacies, les dispensaires. C'est vrai qu'après qu'on pourra maintenant distribuer les terrains. Je pense que trop c'est trop. Nous avons pris la ferme décision d'arrêter quiconque qui procédera par de telles pratiques.
L'autorité urbaine a révélé que ce sont les chefs coutumiers et les services du cadastre non mandatés par la ville qui font n'importe quoi dans ce secteur foncier. Ici, de signaler que le gouverneur Jantiningo Bilambaka était accompagné dans cette visite de son adjoint Neron Mbungu, du bourgmestre de Kimbaseke et de bien d'autres personnalités de la ville. Le ministre de la Formation professionnelle a reçu en audience la délégation de la BAD. John Tumba a échangé avec ses hôtes sur les questions liées à la formation professionnelle. Suivez. Après avoir clôturé la première édition du Forum national sur la formation professionnelle, John Tumba repart avec le même dynamisme pour d'autres projets sectoriels. Il a reçu ce lundi dans son cabinet de travail la délégation de la Banque africaine de développement avec qui le ministre de la Formation professionnelle a échangé sur les plans d'action à mettre en œuvre pour exploiter les différentes compétences de chaque province en RDC dans le secteur de la formation professionnelle. Et les éléments de discussion ont porté sur la situation de la formation professionnelle et ils ont compris que le secteur informel a occupé une très grande partie dans l'économie nationale et qu'il est important effectivement de développer des compétences qui sont liées au contexte local, c'est-à-dire qui permettent de développer et de transformer les ressources locales. Nous avons discuté des moyens avec lesquels nous pouvons renforcer l'employabilité des femmes et l'autonomisation des femmes également, et d'autres questions liées à la vulnérabilité. Alors l'objectif de cette mission est de pouvoir aider les pays à développer un pipeline de projets qui peut permettre également d'améliorer la situation économique et amener le maximum des secteurs informels vers les secteurs formels, mais à travers la formation professionnelle, à travers la création d'emplois et des opportunités économiques, surtout pour les jeunes. L'UDPS Benelux salue les actions réalisées par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Luidor Ngalamouloumé, un des cadres de l'UDPS, appelle les Congolais à s'approprier toutes les actions positives menées par le président de la République. Suivez cette interview accordée à la RTNC, Mami Kadima et Fiston Monongo. Il est bien évident, tout le monde le constate déjà, que M. Félix Tshisekedi est un homme de parole. Il a ce qu'on appelle le respect de la parole donnée. Et quand il promet, il le réalise. Je suis convaincu qu'avant la fin de son mandat, de son quinquennat, il aura déjà réalisé le 90% de ce qu'il a promis en campagne électorale. Je peux énumérer quand même quelques actions pour l'instant, parce que nous avons l'habitude de façon hebdomadaire, dès que c'est nécessaire, de mettre en lumière les actions du chef de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? En matière de sécurité, le chef de l'État avait promis d'améliorer la situation des militaires, aussi bien des policiers. Nous avons déjà l'enveloppe salariale, comme le chef de l'État l'avait promis, qui connaît quand même un bon décollage. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà un début. Et vous connaissez le nombre de policiers que nous avons sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous avons aussi certains matériels qui ont été quand même acheminés, ou peut-être en matière de logistique, pour permettre à nos policiers de réaliser très bien leur mission sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et sur demande du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, un lot de véhicules a été remis à la police nationale. Et dont un grand nombre de véhicules ont été acheminés immédiatement à Béni pour permettre la mobilité des policiers, renforcer la sécurité de biens et des personnes. Parce que vous savez que cette partie de la RDC est une partie qui est devenue sensible. Nos FARDC sont en train de multiplier les efforts pour essayer de rétablir la paix au niveau de l'Est de la République du Congo. La responsabilité des journalistes en temps de paix et de conflit, le rôle de ces derniers dans l'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, des sujets évoqués lors d'un atelier d'échange entre les journalistes et le chef d'état-major général des FRDC. Est très exigeante, d'autant plus qu'elle participe à l'efficacité opérationnelle. Voilà pourquoi il a fallu 2 jours pour que les journalistes du Grand Nord Kivu soient renforcés en capacité sur les techniques de communication dans une zone opérationnelle. Avant la remise des brevets et cartes d'accréditation aux participants, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussese, prodigue quelques conseils. On vous attrape avec un article sur la guerre en Irak. Ce que nous faisons, c'est vous mettre sur le même diapason que la communication militaire. Le général a insisté.
Ce n'est pas pour faire une propagande de qui que ce soit, ni la propagande de l'armée, mais plutôt de nous mettre ensemble et de regarder dans la même direction. Nous avons un seul ennemi qui est ADF. Et que vous fassiez l'apologie des Maïmaï qui sont en train de combattre les FARDC, vous n'êtes pas si républicain. Plusieurs thèmes ont été développés à l'occasion, dont la communication institutionnelle des FARDC par le professeur ordinaire Aimé Kayembe. J'ai beaucoup souligné le fait que les journalistes devraient comprendre, comme partout au monde, que le FARDC, en tant que notre instrument de défense, a besoin de soutien de différents médias. Pourquoi? Pour que ceux-ci portent également la mission de défendre l'image de l'armée. Une formation qui arrive au point nommé. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à Diane Balaka qui a concouru à la rédaction de ce journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.